Donc, lorsqu'il y a des prévisions par les prévisionnistes, les conjoncturistes, de croissance économique, taux de chômage, bon, plein de trucs, il va y avoir des erreurs de prévision, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on mesure ces erreurs-là? Donc, il y a différentes mesures. Donc, l'erreur absolue, c'est tout simplement la prévision. La prévision. Donc, je prévois, mettons, 3 % de croissance pour l'année prochaine. Et lorsqu'on arrive l'année prochaine, puis la vraie donnée sort, bien, la vraie donnée. Donc, je mesure la vraie donnée. OK? La vraie donnée. Et l'erreur absolue, c'est que si je prévois, mettons, donc exemple, je prévois 3 % de croissance et on va dire qu'il y a 2 % de croissance. OK? Et donc, mon erreur est de plus 1. Donc, j'ai surestimé j'ai surestimé la croissance. OK? Donc, j'étais trop optimiste, autrement dit. Mais ça se peut aussi que j'aurais prévu 2 % puis qu'il y aurait eu 3 % je ne sais pas, là, quelque chose comme ça. Et donc, dans ce cas-là, on va se retrouver avec une sous-estimation de la croissance. Donc, l'erreur absolue, c'est tout simplement qu'on prend tout ça en valeur absolue, puis on dit qu'il s'est trompé de 1 point de pourcentage dans sa prévision. OK? Donc, ça, c'est une possibilité. OK? L'erreur, la moyenne des erreurs absolues, c'est tout simplement de faire la moyenne de toutes les erreurs. Donc, une année, je fais une prévision, je me trompe de plus 1. L'autre, donc, ça donne 1, n'est-ce pas, d'erreur. Donc, 1, dans le positif, dans ce cas-là. Je fais une autre année, je fais une erreur de moins 1. Donc, je fais la moyenne, Donc, le moins 1 devient 1 en valeur absolue. Et donc, je fais la moyenne de tout ça, ça va donner 1. Évidemment, ça ne me dira pas, la moyenne des erreurs absolues ne me dira pas combien, est-ce que je me trompe tout le temps ou systématiquement du même bord. Je suis tout le temps optimiste, je suis tout le temps pessimiste, etc. Donc, la moyenne des erreurs, est-ce que ça serait utile? Donc, oubliez les valeurs absolues. Est-ce que ça serait utile de faire juste la moyenne des erreurs? Bien, supposons que chaque année, je me trompe de plus 10, donc énorme. Là. Donc, je prévois 15 12 % de croissance, puis il y a 2 % de croissance. Puis après ça, je prévois moins 10, puis il y a 2 % de croissance. Donc, je me trompe tout le temps de plus 12, plus 10, moins 10, plus 10, moins 10, plus 10, moins 10 chaque année. Donc, je suis tout le temps dans le champ, autrement dit, donc complètement dans l'erreur. Mais si je fais la moyenne de toutes ces erreurs-là, ça va donner plus 10, moins 10, plus 10, moins 10, ça va donner 0 en moyenne. Et donc, ça aurait l'air que je me trompe pas, mais évidemment, c'est complètement inutile. Okay? Donc, ce n'est pas une mesure qui est adéquate, quoi. Okay? Donc, voilà pour les mesures donc, directes, disons, des erreurs de prévision. Donc, une autre mesure intéressante, c'est la racine carrée de la moyenne du carré des erreurs. Donc là, je m'explique un peu. Donc, je prends la moyenne du carré des erreurs. Donc, je prends ces erreurs-là. OK? Donc, prévision moins la vraie donnée. Donc, je vais juste écrire moins la donnée. OK? Donc, le carré des erreurs. Donc, je prends ça au carré. Je fais la moyenne de tout ça. Okay? Donc, je fais les sommes, puis je divise par le nombre de prévisions que j'ai faites. Et je fais donc, je fais ça, la sommation divisée par le nombre de projections que j'ai fait. Donc, si j'en ai fait 10, alors je fais ça 10 fois et je divise par 10, n'est-ce pas? Non, c'est ça, oui. Et je fais la racine carrée de tout ça. Okay. La racine carrée de tout ça. Alors, ça, c'est une mesure d'erreur qui est très classique. Et la raison pour laquelle elle est intéressante, c'est qu'elle surpondère les grosses erreurs. Donc, je me trompe de 1 point de pourcentage. 1 au carré, ça fait 1. N'est-ce pas? Donc, l'erreur va être de 1 ici. Là.
au carré, ça fait 1. Si je me trompe de -1 au carré, ça fait 1 aussi. Si je me trompe de 2 ou de -2, alors l'erreur là va être surpondérée à 4. Évidemment, là, je vais faire les moyennes, mais les grosses erreurs vont être surpondérées. Et la raison, c'est que les grosses erreurs sont plus graves que les petites erreurs dans les prévisions. Alors, cette mesure-là, elle est très intéressante. L'autre chose qu'elle fait, évidemment, c'est que parce que tu mets au carré automatiquement, tu élimines le problème de signe. Là, et donc, tu n'as pas de problème d'annuler des +2 avec des -2 tout le temps. Okay? Et ça, c'est une mesure qui est assez classique, qui surpondère les grosses erreurs. Et évidemment, l'autre chose, évidemment, c'est qu'au niveau qualitatif, donc là, ça, c'est pas nécessairement dans la formule, mais il faut savoir à quel point la personne elle se trompe de sens. C'est-à-dire que si je prévois une récession puis qu'il y a plutôt une expansion, alors ça tu es dans le champ de direction carrément, pas juste tu as prévu une petite récession, donc mini-récession, là, de petite contraction de rien, et il y a une énorme récession finalement. Donc ça, c'est se tromper dans les ordres de grandeur, on va dire. Mais si tu te trompes carrément de direction, c'est encore plus coûteux, évidemment, pour ceux qui écoutent ton conseil. Donc, il ne faut pas se tromper idéalement de direction. Donc, ça, c'est encore pire parce que l'allocation de portefeuille est faite beaucoup selon est-ce qu'il va y avoir une récession, donc une contraction économique, ou pas. OK? Donc, la prévision la plus naïve possible, c'est quoi? C'est de dire, bien, il y a eu telle observation par le passé. Donc, exemple, il y a eu, je ne sais pas moi, 5 de chômage l'année passée, je prévois 5 l'année prochaine. Ou 5 cette année, je prévois 5 l'année prochaine. Le modèle naïf de prévision, c'est un modèle qui fait juste prendre l'observation la plus récente et dire, c'est ça ma prévision. Ça, c'est le modèle naïf. Dès que vous pouvez battre le modèle naïf en termes de prévision, bien, il y a de la valeur ajoutée à votre analyse, en moyenne. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, évidemment, c'est l'autre prévision très classique, c'est de prendre la moyenne des prévisionnistes. Donc, je prends la moyenne de 30 prévisionnistes, conjoncturistes. La moyenne de tout ce monde-là, c'est tel chiffre, mettons 2 de croissance l'année prochaine, tant de d'inflation, tant de chômage, etc. Et je vais juste dire, bien, c'est ça ma prévision. Donc, évidemment, là, tu freeride un peu. Tu ne fais pas de travail vraiment. Tu fais juste prendre la prévision des autres, de la moyenne des autres, et c'est ça ta prévision. Donc, ça, c'est le consensus de marché. Donc, le consensus de marché, d'ailleurs, parfois, il empêche d'être courageux. Donc, si tout le monde prévoit 3 de croissance, et toi, initialement, tu n'avais pas vu ça, que les gens prévoyaient 3 de croissance, et tu t'enlignais pour dire qu'il va y avoir une récession, donc moins quelque chose de croissance du PIB. Bien là, soudainement, tu vas hésiter. Donc, ça crée évidemment des effets de banc de poisson, c'est-à-dire que tout le monde a tendance à aller un petit peu dans la même direction parce qu'on ne veut pas trop sortir du lot. Ça a du bon et du mauvais. Ça a du bon dans le sens que il est rare que tout le monde se trompe. Okay? Donc, des professionnels qui connaissent leur affaire, c'est rare que leurs prévisions sont que tout le monde est dans le champ. Là, donc, la moyenne des prévisions est probablement pas si pire. Mais ça a du mauvais dans le sens que parfois, vous avez identifié un élément de risque ou quelque chose à haute probabilité qui peut arriver, qui peut avoir un effet considérable, et les gens ne l'ont pas encore intégré dans leur analyse. Et là, bien évidemment, vous allez hésiter de le faire parce que vous allez vouloir suivre au moins un peu le consensus de marché. Donc ça, c'est le modèle naïf. Le modèle naïf, c'est tout simplement... Donc, il y a le naïf. Donc, ça, c'est observation passée. Donc, la plus récente. Ça, c'est la prévision naïve, le modèle naïf. Et il y a le modèle de consensus de marché. Donc, ça, c'est la moyenne des prévisions, okay, des prévisionnistes. Et là, évidemment, vous devez avoir un assez gros échantillon pour que ça ait de l'allure, pas juste 2. Donc, si vous pouvez battre en moyenne à long terme le modèle naïf et le consensus de marché, donc être plus précis, être plus proche de la vraie observation, avoir une erreur, donc une prévision qui est plus proche de la réalité que les autres en moyenne et à long terme,
bien, votre analyse a une forte valeur ajoutée, à la fois pour vous-même et pour les marchés et vos employeurs potentiellement. OK? Donc, et ça peut être énorme. Hein? Donc, juste un bon call de marché là, peut valoir des centaines de millions de dollars. T'sais. Donc, juste là, vous pouvez être payé 1 million par année, puis vous faites juste un bon call une fois, puis la valeur ajoutée de ce call-là va être payée pour votre salaire au complet pour toute votre vie. T'sais. Donc, ça, c'est les différentes mesures et les types de mesures d'erreur. Okay? Donc, celle qui est le plus communément utilisée, c'est la racine carrée de la moyenne du carré des erreurs. Okay? Donc, le carré des erreurs, c'est ça. Leur moyenne, c'est ça. Et vous prenez la racine carrée de tout ça. Ensuite, une chose, donc, tant qu'on parle de prévision, très important de ne pas tomber dans des pièges cognitifs typiques des humains. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Les pièges cognitifs de l'humain, quels sont-ils? Donc, il y en a plusieurs. Un, c'est tout, ça vient un peu de rigidité, qui vient un peu d'ego, si on veut. C'est-à-dire, moi, je suis pessimiste, mettons. Okay? Disons que je suis pessimiste. Je trouve que tout va mal, puis qu'il va tout le temps avoir des récessions, puis c'est la fin du monde. Et donc, je vais toujours avoir des prévisions pessimistes. Alors que, peut-être que ce qui va arriver en réalité, c'est pas ça. Et donc, mon espèce de penchant de fin du monde, etc., va teinter mes prévisions et influencer de mauvaise façon. C'est-à-dire, ça va être mal informé, carrément. Donc, il y a des prévisionnistes comme ça qui sont connus. On les appelle Dr. Doom ou autres. Donc, ils sont toujours des perma-bears, des gens qui sont en permanence en bear market. Ils pensent que ça va être un bear market, donc un mauvais marché, pour les marchés boursiers, entre autres, parce qu'ils sont juste pessimistes de nature. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher des lectures, des données qui confirment leurs croyances. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc, je retiens seulement des éléments d'information qui confirment mes croyances. Ensuite, il y a le biais de cercle social. Donc, tu t'entoures de gens pessimistes qui pensent comme toi. Et donc, les conversations que vous avez entretiennent vos croyances, n'est-ce pas? Et donc, vous n'êtes jamais challengé dans votre espèce de position de pessimiste. Et ainsi de suite. Okay? Donc, il y a plusieurs pièges cognitifs comme ça et ça fait qu'on interprète, par exemple, des corrélations comme étant des causalités là, absolument incroyablement crédibles et systématiques. Là encore, c'est un piège cognitif. Donc, il faut avoir un ensemble de données, un regard assez froid et détaché là, des marchés et de l'économie pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Parce que votre opinion, je vous garantis, ne va pas influencer l'économie mondiale. Okay? Donc, à moins que vous soyez le président des États-Unis, mais et encore. Donc, autrement dit, il faut regarder les choses comme elles sont et avoir un ensemble large d'indicateurs, savoir les interpréter correctement, avoir les connaissances conceptuelles sur les fonctionnements de l'économie et des marchés financiers pour interpréter correctement leur direction, à la fois leur tendance de long terme et leur fluctuation autour de la tendance. Et ça évite de tomber dans les pièges cognitifs classiques, okay, que les conjoncturistes parfois ont. Il y a des pessimistes éternels, mais il y a aussi des optimistes éternels. Ils sont trop optimistes. Donc, ils pensent toujours que tout va bien, il n'y aura jamais de choc, tout va bien aller, et ils sont surpris. Il arrive tel truc, mais tel marché ne reprend pas, ou bien le taux d'emploi ne remonte pas, ou le taux de participation ne remonte pas, etc. T'sais. Donc, il faut regarder les choses comme elles sont, et non comme nos préférences, nos croyances, nos valeurs même sont. Okay? Il faut interpréter, surtout en analyse de conjoncture, on regarde ce qui est et non ce qui devrait être. Ça, c'est de l'analyse plus subjective, qui est correcte à faire. C'est juste que c'est pas nous, on ne fait pas ça ici. Hein. Donc, voilà. Alors ça, c'est pour les différentes mesures et d'erreurs. Les modèles de prévision, évidemment, nous, on va avoir un modèle de prévision plus large, donc qualitatif surtout, pour ce cours-ci. Donc, interpréter différents indicateurs, donc on va faire ça là, beaucoup, et savoir et comprendre ce qui se passe en ce moment et ce qui risque de s'en venir là, dans la prochaine année ou deux.